cette rencontre entre le dirigeant nord-coréen et bien sûr le président russe Vladimir Poutine. Ce qu'on rappelle quand même, c'est la place de l'Afrique ou alors l'intérêt de l'Afrique dans cette rencontre. Alors, je commence par vous, peut-être André Christelle Fonga, sur la question. On rappelle déjà que lors de la conférence de presse conjointe, Kim Jong-un a déclaré que la Russie s'est lancée dans un combat sacré pour protéger sa souveraineté et sa sécurité contre les forces hégémoniques et que la Corée du Nord soutient toutes les décisions de Vladimir Poutine. André Christelle Fonga, est-ce qu'officiellement, au vu de ces déclarations, on peut dire que la Corée du Nord entre dans ce conflit qui oppose aujourd'hui la Russie au bloc, du moins à l'OTAN? Alors, Madame Sikendoumbé, il faut comprendre une chose, le monde aujourd'hui est en train de se former en deux blocs. Le bloc hégémoniste que vous avez bien cité, États-Unis, Angleterre, France et tous les autres, et ceux qui veulent défendre leur souveraineté, qui veulent défendre simplement leur territoire et qui veulent prouver aussi à la face du monde qu'ils existent. C'est pour ça que quand vous allez suivre les discours de Vladimir Poutine, il dit que ceux qui se sont autoproclamés vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous savons tous qui a travaillé pour que la Deuxième Guerre mondiale puisse être remportée, pour que cette Deuxième Guerre mondiale puisse avoir une issue telle que nous la connaissons. Donc vous voyez que les déclarations de ces deux hommes nous font comprendre que les blocs sont en train de se former. Et aujourd'hui, ces blocs se forment justement pour mettre fin ou bien pour mettre une ligne de démarcation entre le bloc occidental hégémoniste capitaliste et le bloc communiste. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons mangés entre les deux sauces. C'est-à-dire le bloc hégémoniste capitaliste ou par le bloc communiste. Donc, vous voyez qu'il est très important de comprendre que les deux personnalités dont vous avez cité les noms, c'est-à-dire le président Kim Jong-un et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, travaillent pour les intérêts de leur État. D'abord, les intérêts de l'État de la Fédération de Russie, parce que quand Kim Jong-un déclare, il dit, le Poutine mène un combat salutaire, un combat qui amène d'abord à la préservation de Fédération de Russie, et deuxièmement pour sa souveraineté et pour davantage mettre en mal la politique hégémoniste de l'autre bloc, le bloc de l'OTAN. Donc vous comprenez que ces deux pays, et quand vous allez de l'autre côté, vous allez retrouver que Kim Jong-un est dans la même logique. D'abord de protéger son territoire, premièrement sa souveraineté, de décider de ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous appelons et nous pensons que il faut savoir choisir un camp. Et c'est cette position-là que je pense que les Africains aussi doivent adopter. C'est-à-dire savoir choisir le bloc auquel nous devons appartenir. Ou c'est le bloc capitaliste, ou c'est le bloc communiste. Aujourd'hui, nous pensons que les décisions sont en train de se prendre entre ces deux blocs-là. Si vous êtes de l'autre côté, et je crois qu'aujourd'hui, favorablement, le bloc communiste est en train de prendre le dessus sur le bloc de l'OTAN. Donc, il faut véritablement que nous, les Africains, nous tirons des leçons de cette rencontre parce que ce n'est pas une rencontre anodine. En un temps comme celui-ci, où nous voyons ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas des rencontres anodines. C'est des rencontres stratégiques. C'est des rencontres hyper importantes que nous devons comprendre. Même en termes d'image et en termes de communication, nous pouvons déjà lire le message qui se cache derrière. Nous pouvons déjà comprendre les enjeux qui sont derrière. Parce que si vous avez un pays qui est très belliqueux envers les États-Unis, comme le pays, comme Kim Jong-un et son pays, et qui s'allie à la Russie, ça veut dire qu'en réalité, la Russie reçoit un allié de plus contre le bloc occidental. Ça veut dire que c'est un engagement visible et palpable par rapport aux prochaines échéances guerrières qui peuvent arriver d'ici peu. Parce que, sachez-le, ils finiront par se faire la guerre un jour. Parce que tous ces armements, tout ce qui a été fait, que ce soit les armes atomiques, que ce soit les autres armes bactériologiques et tout le reste qui ont été faits, c'était pas pour garder dans les magasins. Ce n'était pas pour faire de ça des pièces de musée.
c'était justement pour faire la guerre ou bien préparer la guerre. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette entente-là, avec cette rencontre-là, ça envoie une autre image du futur monde qui est en train d'arriver à grands pas. Un futur monde qui arrive à grands pas, passion parfaitement, mais est-ce que l'Afrique aujourd'hui peut se retrouver dans ce futur monde, en tout cas qui semble se construire? On voit là deux géants, si on peut le dire ainsi, de la géopolitique mondiale contre ce bloc, bien sûr, de l'OTAN. Et on sait que lorsque le dirigeant nord-coréen dit qu'il va aider la Russie à combattre contre l'impérialisme, on sait de quel bloc il parle. Et on connaît également sur quel champ, justement, la Russie combat ce bloc dit occidental. Alors, l'Afrique, dans tout ça, peut-elle se retrouver, peut-elle s'imposer? D'abord, il faut commencer par dire qu'au niveau de la Corée, il faut plonger dans l'histoire de la Corée pour comprendre que quand on parle de Corée du Nord, il y a un pendant qu'on appelle la Corée du Sud. Or, Oui, c'est un pays qui a été divisé en deux après la guerre de Corée et le pendant dit Corée du Sud a rejoint l'impérialisme occidental, la zone d'influence de l'impérialisme occidental. Il y a d'ailleurs cette Corée a été prise en main militairement, financièrement et même idéologiquement. De l'autre côté, vous avez quand même une Corée qui a été l'un des épicentres de la guerre contre l'occupation japonaise dans les années 30 et qui, à l'issue de cette guerre fratricide entre les frères coréens, a rejoint le camp communiste, si on peut l'appeler ainsi. Donc, oui, cette contradiction et cet affrontement se poursuit idéologiquement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une frontière avec une ligne de démarcation et une frontière nord pour la Corée du Nord qui va jusqu'au niveau du fleuve Yalo. Alors, vous me direz, mais et alors les relations entre la Corée du Nord et la Russie, elles sont anciennes. Elles sont très très anciennes et les troupes russes ont aidé justement les troupes coréennes de la Corée du Nord de se débarrasser de la présence japonaise. Et la Russie et la Corée du Nord entretiennent une frontière, beaucoup de gens ne le savent pas, une frontière de 17 km. Bon, à partir de ce moment, pour Kim Jong-un, l'allié avec des casiers naturels, c'est la Russie. C'est la Russie surtout parce que grâce à la Russie et à la Chine, elle peut se départir des menaces incessantes de Washington, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan militaire. Et les leaders nord-coréens boivent de petits laits quand il s'agit de temps en temps d'enquiquiner Washington et ses alliés. D'où ces épisodes, n'est-ce pas, incessantes de tirs, souvent de missiles nord-coréens en mer de Japon, chaque fois que Washington décrète des manœuvres militaires entre Washington et la Corée du Nord. Donc c'est pour marquer son oui. terrain, marquer sa présence et dire qu'ils ont des capacités de nuisance si quelqu'un vient les chercher noises. Donc c'est sur ce cadre-là qu'il faut beaucoup plus envisager ces relations entre la Corée du Nord et la Russie. Maintenant, la Oui. guerre russo-ukrainienne, mais je préfère dire russo-otanienne sur le sol ukrainien s'est imposée. Et des soupçons, à un moment donné, quand les médias nous ont vendu un storytelling qui disait que la Russie n'a plus d'armes, elle n'a plus de bombes, elle n'a plus de missiles, et que l'un de ses fournisseurs en munitions serait peut-être la Corée. Serait peut-être la Corée. Et je crois qu'il gonfle cette affaire-là, autour de cette affaire de la Corée qui va participer à la guerre aux côtés de la Russie, parce que la Russie a affaibli, son stock d'armes et de munitions font comme comment dire ça, neige au soleil, et donc il est mais en réalité tout le monde sait évidemment que c'est faux, que c'est pas vrai. Bon, et l'Afrique dans tout ça, l'Afrique dans tout ça, c'est l'ouverture. Quand on parle de monde multipolaire, c'est la capacité pour l'Afrique aujourd'hui de pouvoir créer des relations diplomatiques avec tous les pays du monde selon leurs propres désirata, selon leurs propres options, selon le cap qui se seront fixés. Et dans
ce qui était encore considéré hier comme le précaré français, je crois que celui qui a le premier franchi le pas, c'est le Burkina Faso, qui a enfin renoué les relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Et cela a déclenché l'ire de Paris, qui ne peut pas comprendre que quelqu'un qui était dans son escarcelle se taille l'outrecuidance d'aller ouvrir des négociations et surtout les relations diplomatiques avec un pays qui est considéré comme le mouton noir sur le plan international par la prétendue communauté internationale autoproclamée. Alors, pour la Corée du Nord, c'est des petits pics qu'ils envoient comme ça en direction de la diplomatie impérialiste occidentale. Mais c'est aussi une manifestation du fait que le monde a changé. Le monde n'est plus le même. Il est difficile aujourd'hui de tenter d'isoler un pays, quel qu'il soit. Bien que le président Kim Jong-un ait la phobie des avions, vous avez vu qu'il ne se gêne pas de se taper des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres de trajet par voie ferroviaire pour aller à Moscou ou retrouver son homologue Vladimir Poutine. Mais c'est pour en fait exprimer aujourd'hui que vous ne pouvez plus isoler qui que ce soit sous le fallacieux prétexte que cette personne ne répond plus à vos critères de ce que vous appelez démocratie, bonne gouvernance, mais surtout accès ou bien accès à quelqu'un d'être fréquentable ou non. Non, tout le monde devient fréquentable, c'est aux États de choisir qui ils veulent. Mais la Corée du Nord n'a pas attendu ce moment-ci pour renouer des contacts avec l'Afrique. Il y a des pays africains qui ont des palais qui ont été conçus par la Corée du Nord. Je pense par exemple à la République centrafricaine, le monument de la Renaissance qui fait l'honneur de toute l'Afrique à Dakar a été conçu par les Nord-Coréens, il ne faut pas l'oublier, et d'autres choses comme ça. Et la Corée du Nord a beaucoup apporté à l'Afrique dans le domaine par exemple de cet art-là, dans lequel ils excellent, et les jeunes Africains prendraient de la graine, allant de la bouteille, allant apprendre auprès des Nord-Coréens pour maîtriser cet art. Donc, vous voyez donc qu'il n'est pas juste d'être hermétique, de dire que parce que les gens n'ont pas la même vision idéologique que nous, donc on doit les repousser, on doit les isoler, on doit en faire des moutons noirs de la communauté internationale, alors que vous avez des amis dont on peut juger de caractère fréquentable au vu des actes qu'ils posent au quotidien sur la place internationale. C'est un chamboulement. On est en train de rebattre des cartes sur le plan international et personne ne serait plus exclu. Alors, la Corée du Nord aussi est un exemple qui démontre quand vous avez des soutiens forts, comme c'est le cas pour la Corée du Nord vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, vous êtes quasiment, vous finissez par sanctuariser votre espace. Et vous finissez par ne pas donner à qui que ce soit, n'est-ce pas, le toupet de venir vous embêter chez vous, comme on le voit avec la France qui aujourd'hui est en train de mener la vie dure au Niger. Ce sont des histoires qui ne peuvent pas exister en Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord a eu cette capacité, cette souveraineté de dire au monde entier, voici ce que je suis, voici ce que je veux. Toutes les histoires qu'on construit, les espèces de storytelling négatifs sur la Corée du Nord, vraiment quand on creuse, on regarde très bien, on se rend compte que c'est des balivernes qu'on raconte aux gens. Vous ne pouvez pas être un pays aussi pauvre, aussi démuni tel qu'on essaie de nous dire. Un pays affamé. Mais vous êtes capable d'avoir cette capacité technique et technologique et scientifique au point de créer des missiles qui peuvent frapper la Californie. Il y a quand même un problème. Donc je crois sincèrement que au-delà de tout l'hystérie collective occidentale, ce que nous devons tirer de la Corée du Nord, c'est que, on gagne toujours quand on a des partenaires sûrs, des partenaires fiables, des partenaires sur qui on peut compter. Mais deuxièmement, quand on vit, même Fanga qui est en face de moi, là, l'habitude le dit, même quand on vit en taxi, souvent même on gagne beaucoup plus parce qu'on forme une identité qui vous est propre, mais surtout on travaille davantage à améliorer les conditions à la voie technique, scientifique et technologique qui vous font faire des bons assez importants dans la construction de la modernité de vos États. Et le reste, pour moi, c'est de la propagande. Nous sommes dans un monde où le discours réel, le discours réaliste, l'information vraie a été remplacé par la propagande. Et on tend à démontrer que, voilà, deux monstres se sont rencontrés. Vladimir Poutine, le grand diable, et qui a été accompagné par le petit diable, Kim Jong-un. Tout ça
le narratif de la propagande qui se déploie. Aux Africains de savoir tirer leur épingle de jeu dans ce monde multiple en décidant de prendre langue avec qui ils veulent en fonction de leurs intérêts, en fonction de leur vision, en fonction de ce qu'ils veulent transformer dans des secteurs bien précis. Nous sommes obligés de prendre les meilleurs et surtout les moins disants financièrement, mais qui nous permettent d'évoluer correctement. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.